Voilà, on va parler de la situation dans l'Est démocratique du Congo, la thérapie de la FDC. FDC, vous le savez bien, c'est le parti du professeur Bahati Lukwebo, héritier Ngashi. Bienvenue. Merci, M. David Kilolo. C'est important ce matin. Évidemment. Et bien arrivé. Évidemment. Ce qui est important, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est amener ces pays vers les progrès, les développements. Avec les embouteillages qu'il y a, aucune route une route asphaltée, comme il se doit, beaucoup de trous. Comment il y aura le développement? Évidemment, il y a un sérieux problème au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, alors qu'il était président du Sénat à l'époque, avait décrié même cette situation où il a estimé que la ville-province de Kinshasa était sale plus que son village natal de Katana. Plus que son village natal. Évidemment, ces propos existent. Alors que vous êtes de l'Union sacrée, vous tous là. Évidemment. Oui. Il y a eu un souci, déjà au niveau du casting. Je ne vais pas revenir sur cette question. Il a été désigné, pendant que nous étions pendant la période électorale, le candidat Guy Richard Malonga, qui est notre secrétaire général, était le vice-candidat gouverneur. Et le gouverneur était de Kasongo. À la grande surprise, le choix a été évidemment altéré pour désigner M. Daniel Bumba, et en toute responsabilité, parce que nous sommes de ceux qui voulons l'unité au sein de l'Union sacrée, nous avons accepté ces choix, pourvu qu'ils nous amènent vers le progrès. Qui occupe la vice-gouverneur Eli qui est du MLC. Du MLC. Et du MLC. Mais donc, voilà. Et tout ça, les conséquences... Mais ce qui est vrai, la problématique de la ville-province de Kinshasa, moi je pense qu'il faut mettre un plan Marshall. Un plan Marshall qui consisterait évidemment à refondre cette ville et à la rebâtir. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui est en train de faire, ce sont des efforts, évidemment, mais ça ne résoudra pas de manière substantielle le problème qui se pose avec l'acuité. Je vous donne un exemple. La ville-province de Kinshasa s'étend sur 9 964 km². 79% de cet espace, de cette superficie, est possédé par la commune de Malouk. Malheureusement, nous tous, nous sommes cloîtrés vers le 1/3 de la ville-province de Kinshasa, avec des problèmes que nous avons créés, évidemment, cette anarchie, urbanisme sauvage, et au-delà de ça, le manque d'entretien, mais aussi l'incivisme de nous-mêmes populations qui, évidemment, n'arrivons pas à avoir un comportement digne dans la gestion, évidemment, des déchets. Donc, tous ces problèmes, au lieu maintenant d'anticiper pour que les nouvelles habitations ou les nouvelles agglomérations que nous pouvons créer ne connaissent pas les mêmes problèmes que ceux que nous trouvons ici, mais malheureusement, c'est encore l'anarchie et l'urbanisme sauvage. Vous avez des gens qui achètent à Tsélé, à Maluku, sans voirie, sans urbanisation, pas de terrain de jeu pour les enfants. En réalité, nous allons transposer les problèmes d'ici pour les amener là-bas. Deuxième de choses aussi, Kinshasa, nous tous nous faisons le même mouvement, c'est-à-dire le matin, nous quittons la périphérique pour nous rendre au centre-ville. Conséquence, nous faisons les sens uniques les matins et les sens uniques les soirs. Il fallait désengorger la ville-province de Kinshasa en créant d'autres pôles d'attraction, notamment en Sélé et à Maluku, des communes périurbaines. Mais malheureusement, nous concentrons tout ici. Même pour les services publics, pour avoir un passeport, il faut aller au ministère des Affaires étrangères. Pour toute nécessité, il faut se déplacer pour aller dans un seul coin. Conséquence, nous empruntons nous tous le même canot. Et nous faisons les mêmes courses le matin et le soir. J'aurais voulu, si on avait l'idée de tendre cette ville, pourquoi pas on n'a pas construit l'hôtel du gouvernement au niveau de Sélé de Maluku? Ça déplacerait les services publics et ça mènerait certaines populations de s'agglutiner dans cette nouvelle agglomération. Nous concentrons tout ici et nous faisons le même mouvement, conséquence, et voilà. Et puis, dernière des choses, c'est aussi un rapport avec la voirie ferroviaire. En matière de politique publique sur le transport, les premiers moyens de locomotion, les moyens de base, c'est le train.
Soit les trains, le TGV pour ceux qui en ont, ou les tramways. Sans les trains, sans la voirie urbaine, nous ne nous en sortirons pas. La priorité des priorités, c'était évidemment de réhabiliter la voirie qui est vers l'aéroport d'Ndjili, la voirie qui mène vers Brikine, pour évidemment desservir ces populations. Si nous tous nous empruntons les routes, conséquence, il y aura une fluidité ou sinon une sorte de surcharge sur la voirie urbaine avec des conséquences notamment la destruction des routes et ainsi de suite, mais aussi les problèmes des embouteillages. Moi, je pense que la priorité des priorités était évidemment de réhabiliter la voirie urbaine parce que le train permet de déplacer une masse importante de population à moindre coût, mais aussi de manière instantanée. Voilà, ça c'est une très belle réflexion, hein, une belle réflexion de la part de M. Ngashi. Alors, quelle est la thérapie du professeur Bahati Lukwebo par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo? Oui, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en tant que générateur moral de notre société, se rendit le 21 mai, le mercredi, dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi plus précisément, pour justement recharger la batterie de la conscience patriotique de nos... Elle était déchargée. Elle était déchargée? Recharger. Oui, ce que j'ai dit. Non. Qu'on dit recharger. C'est qu'il y a eu une décharge. On sent une sorte d'oubli, ou sinon une perte évidemment d'engagement. On commence à oublier de plus en plus l'Est. Beaucoup de gens viennent avec ces genres de discours, c'est pour se mettre à l'avant. On a vu il y a quelque temps ici, beaucoup de membres du gouvernement et de mandataires qui ont vendu la mobilisation au sein des forces armées. Beaucoup l'ont fait justement pour ne pas perdre leur fauteuil. Alors que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, le 16 juillet 2022, alors qu'il se trouvait à Bukavu, dans le cadre de ses prérogatives parlementaires, notamment les vacances parlementaires, alors qu'il était président du Sénat, il a évidemment demandé la mobilisation des Congolais tous azimuts pour rejoindre l'armée, mais évidemment, il a décrié l'irresponsabilité ou sinon la léthargie de la communauté internationale. Par la suite, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu attaque de la MONUSCO, certains ont dit que c'était à cause de ses propos, il y a même certains Congolais qui l'ont stigmatisé et l'ont attaqué justement pour ses propos, pour son engagement vis-à-vis de la République du Congo. Et après, nous voyons qu'il est dans cette même dynamique, il est allé au Katanga, là aussi, c'était la même chose. Il a touché la conscience nationale. Il dit, par exemple, que ces Congo, ces pays est le nôtre. Il dit que nous ne devons pas nous leurrer. Nous devons être vigilants. Soyons vigilants, chers compatriotes, parce que le seul trésor que Dieu nous a donné, c'est la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il pousse le peuple congolais à l'engagement parce que la guerre devient importante, populaire, lorsqu'on on utilise cette approche axiologique. Parce que l'élément déterminant dans une guerre, c'est l'élément psychologique. Parce qu'on peut supprimer les causes pour lesquelles, les raisons pour lesquelles vous faites la guerre. On peut même supprimer les acteurs en présence, une génération qui faisait la guerre. Mais tant que l'élément psychologique demeure, tant que l'élément moral demeure, évidemment, même nos enfants prendront les relais pour continuer cette bataille. C'est comme ça que le professeur Modeste Bahati estime, en tant que scientifique, il était important de mettre l'accent sur cette approche axiologique pour évidemment que cette guerre soit popularisée. Que nous n'assistions pas à un certain moment à un relâchement national, où on parle de la question de l'Est pendant quelques temps, où certains membres du gouvernement abordent cette question pour des postures, évidemment des positionnements, mais que ça soit une question existentielle. Que les Congolais se disent dans leur tête que nous avons été longtemps humiliés, 30 ans, 3 décennies d'humiliation, ça n'est de trop. Il faut reprendre conscience. Il est important, cette approche idéologique, parce que, évidemment, elle génère la conscience à la guerre. Et cette conscience à la guerre nous permet, évidemment, de ne pas abandonner. Mourir devient pour nous comme le seul moyen pour, justement, sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Il continue, il dit, personne et rien nous vaincra. Personne et rien nous vaincra. Nous avons la conviction et la ferme détermination que ce pays restera le nôtre et nos richesses nous appartiennent. Là aussi, il appelle Bahati Lukwebo, toujours au Katanga. Et de poursuivre également, nous sommes agressés, mais nous céderons ni à notre terre,
ni à notre dignité. Évidemment, ce genre Mais là, ce sont des propos, hein, ce sont des déclarations. On a besoin des actions concrètes. Ça fait pratiquement plus de 100 jours que Goma, Bukavu sont sous la domination de l'AFC. Ça sont des déclarations. C'est quoi une thérapie pour récupérer toute cette partie? Je l'ai dit en termes de cette émission, l'élément moral est déterminant. Après cet élément moral, il est question maintenant de l'organisation. Parce que les batailles militaires ou les conquêtes militaires ne se gagnent pas dans le champ des batailles. Elles se gagnent dans l'organisation et dans la préparation. C'est comme ça que le professeur Modeste Bahati plaidait, évidemment, pour la rationalisation, mais aussi l'orthodoxie, la gestion des finances publiques, mais aussi inscrire les priorités de la République démocratique du Congo dans le champ des batailles, évidemment, de la gouvernance actuelle. Ce qui est important, comme je l'ai dit en termes de cette émission, il faut forger cette conscience que nous sommes malmenés, que nous avons passé 30 ans en train de subir les affres et l'humiliation du Rwanda. Notre sursaut, notre orgueil patriotique devait nous pousser, évidemment, on n'est pas lâché du lest, de ne pas perdre conscience que nous sommes sous occupation. Parce que l'élément moral est très déterminant. La guerre s'arrête du moment où les gens ne trouvent plus la motivation de la mener. Il faut que le Congolais trouve la motivation de mener la guerre. Il s'agit de nos terres, il s'agit de notre dignité, il s'agit de notre souveraineté. Rappeler constamment au peuple congolais cette donne permet évidemment de nous forger notre thèse de la guerre, la thèse d'agression. Et cette thèse d'agression, nous allons la léguer de génération en génération. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous malmène. Demain, ça sera l'Ouganda, et ainsi de suite. Si au niveau de la conscience nationale, nous ne travaillons pas pour, évidemment, nous rendre compte que la question de mener la guerre est une question existentielle, évidemment, cette génération partira et nos enfants ne feront rien du tout. C'est comme ça qu'il est important. Comme scientifique, comme enseignant-chercheur, il a mis l'accent sur cette approche axiologique pour que les organisations de socialisation des masses, que ce soit les partis politiques, l'école, que ce soit les églises et toutes ces organisations, amènent à nous pousser, évidemment, à avoir une conscience de la guerre. Le Congo, c'est une nation qui est censée de faire la guerre en permanence. Pourquoi? Parce que nous avons des cœurs, le professeur Modeste Bahati l'a rappelé, ces terres, nous ne les perdions pas, parce que nous avons une dignité en tant qu'une nation souveraine à préserver, mais parce que nous avons des richesses qui nous appartiennent. Maintenir ces discours permet évidemment de donner une sorte de bouffée d'oxygène ou sinon une motivation pour pérenniser cette action de mener la guerre pour notre souveraineté, mais aussi pour préserver notre acquis et que nous avons hérité de l'indépendance. Alors, qu'en est-il alors des démarches qui sont entreprises, des démarches au niveau de Senko, Washington, Doha? Le professeur Modeste Bahati, tout comme l'AFDC, comme vous le savez très bien, est un parti politique socio-démocrate. Nous privilégions les dialogues. Nous encourageons les dialogues et nous encourageons toutes les initiatives qui peuvent nous amener, évidemment, à recouvrir la paix et la sécurité. Nous nous alignons derrière le président de la République. Le président de la République a reçu, évidemment, cette délégation de la SENCO et CC. Ils ont échangé sur un certain nombre de choses. Qui sommes-nous, évidemment, pour critiquer l'action entamée ou sinon la ligne entamée par les présidents de la République? Nous sommes respectueux des institutions, respectueux de notre famille qui est l'Union sacrée. Nous sommes au pouvoir. Toute initiative qui est évidemment, qui émane du président de la République mérite soutien de notre part. C'est comme ça que le professeur Modeste Bahati s'aligne derrière les initiatives du président de la République pour évidemment amener ces pays à sortir du chaos et du gouffre dans lequel ils se trouvent. Parce que pour le moment, c'est bien de parler de ces initiatives, mais ça prend du temps. C'est-à-dire, au niveau de Washington, on attend, au niveau de Doha, on attend, alors qu'ici, au pays, il y a la SENCO et l'ECC qui continuent beaucoup plus à chômer. Moi, je pense, je donne un avis personnel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en approchant les États-Unis d'Amérique, dans ces deals minérés contre développement, minérés contre sécurité, je pense qu'il a utilisé la même formule que le Koweït avait utilisée vers les années 1990. Le Koweït, alors attaqué par l'Irak de Saddam Hussein, trouva une bonne trouvaille d'approcher les États-Unis d'Amérique, évidemment pour leur proposer un deal
sécurité contre le pétrole. Alors que Saddam Hussein avait des assurances fermes des Américains qu'en cas d'attaque, ils n'interviendront pas. Mais au moment où les Américains ont trouvé leur intérêt, ont trouvé leur gain de cause dans cette affaire, les Américains, autour de la force de coalition, ont délogé Saddam Hussein après 7 mois d'occupation du Koweït. Après, on l'a même poursuivi jusqu'à son dernier retranchement, jusqu'à l'exterminer. Ça veut dire qu'il fallait que la République démocratique du Congo use ou tisse des partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques qui lui permettraient évidemment de retrouver son compte dans cette affaire d'insécurité chronique et qui n'a fait que trop durer. Le deal proposé entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et les Américains pourrait, à notre humble avis, s'il est exécuté de manière sérieuse et de manière orthodoxe, c'est comme ça nous appelons à plus d'autonomie de la chose publique, pourrait évidemment résoudre définitivement cette question de sécurité. Et les accords, ou sinon l'accompagnement de Senko, serait évidemment un service après-vente. On aura fait les fondamentaux et viendront pour les services après-vente. Parce que moi, je ne vois pas Paul Kagame fléchir autour d'un dialogue qui serait mené par la Senko ou les CC. Parce qu'en matière du droit international, seule la puissance compte. Vous êtes puissant, vous avez assez de marge de manœuvre pour faire appliquer les décisions que vous avez prises ou même vous en délier. Vous avez vu comment Donald Trump s'est retiré de plusieurs organismes internationaux, mais parce qu'évidemment, il a le pouvoir. Les dialogues menés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide de la Senko et celui mené sous l'égide des Américains, je vous donne de garantie que celui mené devant les Américains a plus de chances de réussir parce qu'il est en présence des acteurs forts qui peuvent user des moyens contraignants pour faire appliquer ces résolutions. Et les causes profondes ne seront pas abordées. Mais les causes profondes, c'est que le Rwanda nous en veut pour nos minerais. Les causes profondes, c'est que le Rwanda nous en veut pour nos terres. Non, les causes profondes des Congolais, mais non. Non. Les problèmes des Congolais. Ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cet amalgame. Nous risquons de tomber sur le piège de l'ennemi. Celui de croire que la question sécuritaire est une question éminemment congolaise. Non. C'est une question d'expansion du Rwanda, de visées économiques, mais aussi matérielles. Mais c'est résoudre partiellement le problème. Alors que le problème est global, c'est holistique. Notre case a pris le fait. La priorité, c'est de tendre les faits. Et évidemment, nous allons rester pour parler entre nous. Moi, je pense qu'en ce moment, aborder la crise interne et l'associer à notamment à celle de la crise sécuritaire, ce serait faire une thérapie, je dirais, non seulement hasardeuse, mais inadaptée. Le Rwanda nous veut pour nos ressources. Le Rwanda nous veut pour nos terres. Le Rwanda nous veut pour nos espaces. Et donc, la solution passerait par supprimer la puissance adverse, celle du Rwanda, pour que le Rwanda respire. Il n'est pas question, dans ces dialogues, de discuter sur nos crises internes. Nous aurons nos cadres permanents ici pour résoudre nos problèmes à l'interne. Mais ici, le pays est agressé. Nous devons faire front, nous devons faire bloc pour déloger l'ennemi et nous resterons pour aborder nos questions à l'interne. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Héritier Ngashi, surtout de votre passage pour aborder cette question de la sécurité avec l'apport de AFDC, des Bahati Lukwebo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. C'est depuis 7 heures, voilà, 7 heures. Il est déjà 10 heures, 10h45. Joyeux anniversaire à voilà. Joyeux anniversaire.